doux moteur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet que j'ai longtemps hésité à le faire. J'ai repoussé et repoussé et repoussé encore le tournage de cette vidéo. Et en fait je pense que c'est pour ça que j'ai pris grave du retard. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai moins posté régulièrement de vidéos parce qu'en fait je tournais, je vivais, je me disais est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. Et après je me suis dit mais en fait clairement on s'en fout, fais-la parce que t'as envie de la faire. Donc me voici donc avec mon petit thé au lait. Le retour de mon ordinateur moteur, je suis désolée, hein. Il est de retour parce que c'est plus simple que mon carnet, parce que des fois j'ai la flemme d'écrire à la main, vous vous en doutez. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de santé mentale. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ne connaissaient pas les bases à savoir sur certaines maladies mentales très courantes de type syndrome d'anxiété, la dépression, voilà. C'est deux principalement parce que c'est ce dont je suis atteinte moi et du coup j'ai fait l'expérience de la réaction des gens et de la méconnaissance des gens sur le sujet. Bonsoir, bonsoir. Au montage, je viens de me rendre compte que je dis tout le temps syndrome anxieux, ce qui n'est pas du tout juste. En fait, c'est trouble anxieux. Je dis syndrome anxieux parce que c'est le syndrome anxio-dépressif et que dans ma tête, ça marchait mieux de dire syndrome anxieux, mais pas du tout. Bref, du coup, si vous m'entendez dire syndrome anxieux, je veux dire trouble de l'anxiété ou trouble anxieux. Voilà. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne sera pas déprimante du tout. Je vais juste essayer d'éclairer un petit peu certaines choses que j'entends vraiment tout le temps sur ces maladies. Et ben, clairement, je me dis que si vous-même vous êtes atteint de cette maladie un jour, ou si vous avez des proches qui sont atteints de cette maladie, c'est plus qu'essentiel pour vous de le savoir, sachant que comme vous allez le voir et je vais vous expliquer, c'est une maladie qui est extrêmement courante et il y a de fortes chances que vous ayez déjà, de près ou de loin, été touché par cette maladie, ou un proche à vous, etc. Je suis habituellement très ouverte sur la question, c'est pour ça que j'étais assez étonnée personnellement d'être un peu réticente à en faire une vidéo et tout, parce qu'en fait j'ai toujours peur du regard des autres sur la question. Mais justement le principe aussi de cette vidéo c'est que vous compreniez qu'il n'y a pas de honte à avoir sur cette maladie et que le tabou qu'il y a autour de ces maladies-là, ces maladies mentales courantes, elles continuent notamment parce qu'on ne comprend pas du tout comment ça fonctionne. Donc avant toute chose, avant que j'entre vraiment dans le vif du sujet, je voulais vraiment juste vous donner quelques chiffres sur ces maladies-là, parce que je crois qu'on n'en a pas... Enfin, moi clairement j'ai halluciné quand j'ai découvert les chiffres, je me suis dit mais comment ça se fait que on ne soit pas au courant de ça, enfin bref. Donc pour ce qui est de la dépression, ça atteint 2,5 millions de Français par an, et on estime que il va y avoir 15% de la population à peu près qui va dans sa vie vivre des épisodes dépressifs. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que vous avez de fortes chances vous-même de peut-être vivre des épisodes dépressifs et que vous devez très certainement connaître des gens qui en ont. Également pour ce qui est du syndrome de l'anxiété, qui est, donc je tiens à préciser parce qu'en anglais, on en parle beaucoup plus comme une maladie de l'anxiété, alors qu'en France j'ai l'impression qu'on en parle plus en disant oui t'as de l'anxiété. Non mais... Enfin, il y a une différence entre avoir du stress et avoir un syndrome de l'anxiété. Bref, j'y reviendrai. Mais donc du coup, c'est une vraie maladie aussi. Et pour le coup, ça touche 20% de la population qui va un jour dans sa vie va en anglais, qui va vivre des symptômes de l'anxiété. Et on estime à 15% de la population qui a cette maladie, entre guillemets, à vie, enfin, qui l'a de manière répétitive sur une très longue durée et pas seulement des épisodes. Donc voilà, vous vous en doutez que du coup, ce qui va suivre est très important je pense pour vous, parce que en fait, on en parle très peu au final, alors que c'est extrêmement répandu. Pour la dépression par exemple, c'est considéré comme la maladie mentale la plus répandue au monde. Et très certainement, quand vous allez penser à la dépression, vous allez avoir des clichés qui vont venir en tête, et je pense que la plupart d'entre eux sont un peu erronés, ou vraiment liés à des images que vous avez eues par rapport à ce que vous avez pu voir à la télé ou de ce que vous avez pu entendre, mais c'est pas vraiment ça en réalité. Donc moi j'ai été diagnostiquée avec un syndrome dépressif il y a plus d'1 an maintenant. Je suis suivie, j'ai un traitement, etc.
Juste pour dire que je ne parle pas dans le vide, je parle aussi en connaissance de cause, pardon. J'ai fait l'expérience de quasiment tous les symptômes et clairement j'ai fait aussi beaucoup l'expérience pendant 1 an et demi des regards des gens, des commentaires des gens, etc. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai toujours été extrêmement ouverte sur la question parce que j'estime qu'il n'y a aucune honte à avoir concernant cette maladie. Parce que bon, par exemple, quelqu'un qui aurait un diabète ou n'importe quelle autre maladie n'aurait pas forcément honte de dire qu'il est malade, alors pourquoi moi j'aurais honte de dire que je suis malade? Mais dans le regard des gens, il y a des choses voilà, qui passent bizarrement. Quand ils sont en dépression, ça leur fait des réactions bizarres et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler. Pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Je vais pas m'attarder trop sur les syndromes anxieux, je vais juste vous donner un petit peu quelques principes de base, mais je vais surtout vous parler de la dépression. De toute manière, c'est lié parce que là, on parle souvent de syndrome anxieux-dépressif. Les personnes qui ont un syndrome anxieux ont beaucoup plus de chances d'avoir un syndrome dépressif par la suite. Bon, bref, voilà. Mais donc du coup, je vais surtout vous parler des symptômes dépressifs qui rejoignent un peu les syndromes anxieux. Donc, pour ce qui est des symptômes, il y en a certains que vous savez très bien, je pense. Bon, la tristesse, ça on le sait, la tristesse inhabituelle, etc. La perte de plaisir, la perte énorme d'énergie, la fatigue, le fait qu'on n'arrive plus à faire les moindres petites tâches simples de la vie quotidienne. Ça peut être très bien pas arriver à se lever, pas arriver à se faire à manger, pas arriver à partir au travail, enfin des choses comme ça. Donc difficulté de concentration aussi énorme. Ça peut être des troubles du sommeil et des troubles de l'alimentation. Moi par exemple, je fais de l'hypersomnie. Donc il y en a certains, la plupart des gens c'est de l'insomnie, mais moi c'est l'inverse. En fait je dors tout le temps, trop même. Voilà, et troubles de l'alimentation, ça peut être boulimie, anorexie ou au contraire les deux en même temps, enfin voilà. Aussi l'irritabilité, pardon. Enfin en gros à fleur de peau en fait, on s'énerve pour rien, on va pleurer pour rien. Enfin pas pour rien, mais on va être très très susceptible en fait. Et un rien peut nous faire avoir des grosses réactions émotionnelles. Et celui dont on parle presque tout le temps, mais qui est en fait peut-être un peu moins courant qu'on ne le croit, c'est les pensées suicidaires. Sachant que quand on pense à dépression, on pense souvent à ça, mais au final, c'est pas le syndrome le plus important, enfin, c'est pas le symptôme le plus important. Dans des cas graves, évidemment, ça va être très difficile à gérer, mais au final, c'est plus lié à la tristesse et au fait qu'on va avoir des boucles de crise, de déprime, etc. Où ça va peut-être mener à un moment donné à avoir des pensées un peu noires. Mais au final, moi personnellement, ça fait 1 an que je suis en dépression. Et si je dois expliquer à quelqu'un qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi, c'est pas du tout de gérer ces pensées-là qui ont été vraiment toutes petites à une toute petite période. Et au final, ce qui est le plus dur, c'est tout le reste que je vous ai cité et le fait que le corps n'arrive plus à suivre. Et pour ce qui est du syndrome anxieux, ça c'est plus embêtant parce qu'en fait c'est plus subtil en fait, c'est plein de choses où moi j'ai l'impression que depuis que je suis au courant, je vois beaucoup de gens autour de moi qui je pense ont un syndrome anxieux et ont de l'anxiété, mais qui s'en rendent même pas compte parce que il y a beaucoup de choses qu'on considère être juste du stress en fait. Il y a plein de gens qui disent oui mais c'est parce que t'es stressé, t'es de nature stressée. Oui, il y a être stressé en fonction des situations et il y a avoir un syndrome anxieux, c'est-à-dire si vous faites des crises d'angoisse ou des crises de panique, si vous avez des maux de tête très très régulièrement, si vous avez des problèmes pour dormir aussi, des troubles du sommeil, si vous avez des maux de ventre aussi régulièrement, des douleurs musculaires, des vertiges, enfin il y a plein de symptômes. Tout ça, si vous avez ça régulièrement, c'est pas juste un stress normal, hein, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière qui est un peu plus que seulement vous êtes un peu angoissé. Voilà. Donc, je vais pas m'attarder plus que ça sur l'anxiété, mais il faut savoir que du coup, il y a plein de symptômes qu'on retrouve dans la dépression. Enfin, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de crises de panique depuis 1 an et demi, qui est en fait lié à l'anxiété, évidemment, mais... Donc maintenant, je vais continuer le fil de cette vidéo par rapport à de nombreuses choses que j'ai entendues toute cette année sur la dépression, et essayer de vous déconstruire un petit peu ces choses qui parfois que j'ai entendues qui m'ont un peu choquée des fois, mais qui en fait au final sont juste le fruit d'une totale incompréhension de la maladie et le fait qu'on n'en parle pas assez. Du coup malheureusement la plupart des personnes qui l'ont pas vécu elles-mêmes en fait comprennent pas comment ça fonctionne
Et même certaines personnes qui l'ont vécu elles-mêmes n'ont pas forcément eu un suivi ou un entourage qui leur a permis de comprendre vraiment ce qu'était la maladie. Et du coup, on entend des énormités que il faut que je vous déconstruise absolument parce que, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important pour les malades et même pour l'entourage d'arriver à comprendre la maladie et d'arriver à réagir comme il faut face aux symptômes. La première des choses que j'entends énormément, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que la dépression et l'anxiété, ce sont des humeurs. Ce ne sont pas des humeurs, ce sont des pathologies, ce sont des maladies. Il y a une grosse différence entre une déprime et la dépression, comme il y a une grande différence entre le stress et l'anxiété. Bien sûr, dans la dépression, il y a l'humeur qui est la déprime. Bien sûr, dans l'anxiété, il y a l'humeur qui est le stress. Mais ce sont pas seulement ça. C'est vraiment... il faut savoir que ce sont des pathologies, et donc c'est des dysfonctionnements du corps. Et donc du coup, vous pouvez pas traiter et vous adresser à une personne qui a ces maladies-là comme s'il devait traiter d'une humeur. Et vous pouvez pas non plus comparer ces maladies-là avec des moments où vous avez ressenti cette humeur-là. Il y a beaucoup de personnes qui, et je sais qu'elles veulent bien faire, qu'elles veulent essayer de comprendre, vont avoir tendance à donner des exemples de leur propre vie en disant par exemple oui, mais tu sais, moi, quand j'avais passé mon examen oral, moi aussi j'avais senti beaucoup de stress, etc. Mais tu sais, si tu prends sur toi, ça passe. C'est pas comparable en fait. Vous pouvez pas comparer à un moment donné où vous avez eu une émotion forte qui vous a traversé avec une pathologie qui a besoin, qui nécessite un suivi, qui nécessite un traitement, qui nécessite vraiment un travail de fond. Et certes, vous avez pu peut-être ressentir une bribe de ce que ressent la personne quand elle vit cette maladie, mais ça reste pas du tout représentatif de ce que c'est. Et donc du coup, essayez plutôt d'écouter ce qu'elle a à vous dire et de ce qu'elle veut vraiment vous faire comprendre, plutôt qu'essayer tout de suite de rattacher à vos propres émotions et à votre propre ressenti, parce que si vous n'avez pas vécu la maladie vous-même, il est très difficile pour vous de vraiment comprendre ou vous identifier à ce qu'elle ressent. De la même manière, et c'est donc un petit peu lié, on entend souvent la remarque c'est qu'une question de volonté ou soit un peu forte ou moi j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient ça et tout, mais tu sais dans la vie il faut être fort et tout. Ouais, mais c'est pas la question n'est pas là en fait. C'est pas une question de c'est pas une question de volonté d'en sortir avec ce genre de maladie, c'est pas une question non plus de force mentale. C'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes faible. Si demain vous attrapez un rhume, c'est pas parce que vous êtes plus faible que votre camarade, c'est tout simplement parce que vous avez attrapé un rhume. Bon, là c'est pareil, il faut se rendre compte que c'est une maladie et donc vous ne pouvez pas dire à la personne que si elle n'arrive pas à sortir de cette maladie, c'est parce que c'est un manque de volonté. Et je sais bien que c'est un peu perturbant pour les personnes de se rendre compte de ça parce que c'est une maladie mentale, du coup les gens se disent oui mais si c'est par la thérapie, ça veut dire bien que c'est dans votre tête, etc. Oui, mais c'est un dysfonctionnement du corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un traitement médicamenteux, sous ordonnance, etc. Et qu'on, par molécule, on peut modifier notre organisme et soigner en partie les symptômes de la maladie. C'est parce que c'est pas seulement une question de volonté. Moi, ce que je dis souvent à mes proches quand ils me disent ça, c'est je leur dis, mais ça vous viendrait pas à l'idée de dire à une personne qui a un cancer, par exemple, une personne qui a n'importe quelle maladie un peu grave, un diabète ou n'importe quoi, que s'ils sont toujours malades, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de volonté. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire ça, parce que la personne, elle essaie de s'en sortir, elle se fait soigner, etc. Puis la volonté peut jouer à un tout petite échelle, mais vous savez bien que s'il y a une maladie, c'est bien que c'est le corps qui dysfonctionne. Donc vous pouvez pas dire ça non plus à quelqu'un qui est en dépression ou qui a un syndrome anxieux, d'autant plus quand la personne est en crise, ne surtout jamais lui dire que c'est une question de manque de volonté, parce que croyez-moi, les personnes qui ont des syndromes dépressifs et qui ont des syndromes anxieux veulent s'en sortir, parce que personne souhaite être mal comme ça tout le temps. Donc vraiment, il faut chasser cette idée-là, comme quoi c'est parce qu'on est faible qu'on n'arrive pas à sortir de la maladie. Ce que j'entends aussi beaucoup, c'est les remarques de type mais il faut que tu sortes, il faut que tu t'amuses, il faut que tu ailles voir des amis, ou alors des amis qui incitent beaucoup à ce que je sorte, etc. Alors oui, je ne dirais jamais le contraire, dans la mesure où
c'est important d'essayer de garder un quotidien et de garder des sorties, des activités qui autrefois nous faisaient plaisir, même si à l'instant T ça nous fait plus plaisir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas ça qui va régler la maladie non plus. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous évader, c'est des choses où il faut un peu se pousser pour essayer de sortir et faire d'autres choses, mais c'est pas quelque chose qui va foncièrement régler le problème. C'est pas en sortant faire des activités qu'on va régler une dépression, encore une fois, c'est une maladie. C'est quelque chose qui va pouvoir soulager peut-être temporairement, mais pas forcément guérir. Et il faut aussi ne pas en vouloir aux personnes qui ont ces symptômes-là, de ne pas vouloir sortir ou de ne pas être en forme le jour J quand vous les voyez, etc. Parce que il faut savoir que les toutes petites choses de la vie quotidienne deviennent extrêmement difficiles pour les personnes qui ont cette maladie. Et moi, par exemple, j'ai une période où j'avais du mal à ne serait-ce que aller me coucher. C'est-à-dire que j'arrivais pas à faire le pas de me mettre dans mon lit et me coucher. Ce qui paraît paradoxal parce que bon, si on est fatigué, on a envie de dormir, mais j'y arrivais pas. Donc, de la même manière, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à sortir de chez elles pour aller voir des amis. Et c'est pas qu'elles ont pas envie de voir les amis, c'est pas parce que ça leur plaît pas l'activité proposée ou je ne sais quoi, c'est que l'effort nécessité pour sortir de chez soi, c'est trop en fait. Et c'est pour ça aussi que je tiens à dire que les personnes qui vont être tristes ou déprimées ou quoi le jour où vous les voyez, c'est pas qu'elles sont pas contentes de vous voir. Parce que moi aussi j'ai reçu pas mal de remarques des fois de gens qui me disaient ouais mais on te voit mais tu souris pas, t'es pas de bonne humeur, on dirait que tu me fais la tête. Et pourtant c'est des personnes qui savaient que j'étais malade et je leur disais mais en fait c'est pas que vous, c'est que genre je n'arrive pas à sourire en fait, j'arrive pas à être de bonne humeur. Et je comprends après que évidemment ça soit peut-être désagréable pour les personnes autour, mais si vous êtes proche de la personne, il faut être compréhensif et se rendre compte que ça lui fait quand même du bien de sortir, même si elle n'arrive pas à vous le montrer sur l'instant T, et surtout ne le prenez pas pour vous. Ah oui, alors celle-là elle me fait rire quand même, mais il y a certaines personnes à qui, quand je dis que j'étais en dépression, le changement d'attitude a été complet. Déjà j'ai ressenti un peu de pitié et un peu de tristesse, etc. Bon, ça, je peux comprendre parce qu'ils ont dû être inquiets. Mais il y a aussi eu une réaction qui a été de vouloir absolument me rappeler tout le temps à quel point la vie est belle et qu'il faut être heureux. Et ça, je comprends que ça vient totalement d'une bonne intention d'essayer de me dire mais regarde comme la vie est belle, comme tu peux être heureuse, etc. Mais la question n'est pas là, c'est pas que j'ai pas envie d'être heureuse, c'est pas que je vois pas que la vie est belle, enfin les crises te mènent à voir tout en noir, etc. Mais la question n'est pas tant qu'on n'a pas envie de vivre, c'est surtout que on n'arrive plus. Donc il y a des gens qui me disent mais regarde comme la vie est belle, et je dis bah oui j'ai conscience, mais juste moi j'arrive plus à ne serait-ce que me lever le matin, donc c'est compliqué de pouvoir faire des choses de ma journée quoi. Après voilà, donc ça va être un peu mon point de vue parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent très différemment, mais moi personnellement j'avais la sensation que j'avais des lunettes avec un filtre noir sur mes yeux, enfin je voyais tout en noir et blanc en fait, mais j'avais très bien conscience, et j'ai très bien conscience toujours que la vie est belle et qu'il y a des super choses à faire et que c'est génial, tu vois, mais les moments de crise, je parle en moments de crise surtout, on n'est pas très rationnel et on voit tout en noir. Et en fait, dans ces moments-là, on n'a pas forcément besoin qu'on vienne nous rappeler qu'à quel point la vie elle est belle. Parce que ça sert absolument à rien. Enfin moi en tout cas ça me sert absolument à rien qu'on me dise mais la vie est belle Margot. Bah, oui, merci. Mais par contre, dans ces moments-là, on a souvent besoin de quelqu'un qui soit à l'écoute et qui essaie de comprendre ce qui va pas. Et juste quelqu'un qui soutienne en fait. Donc, on en vient aussi à la question de la relativisation. Alors ça, je crois que je l'ai entendu presque de la bouche de tout le monde, sauf des personnes qui avaient déjà vécu ce genre de syndrome. Tout le monde le dit. Donc c'est pour ça que vraiment, limite c'est un des points les plus importants. Si j'arrive à vous faire comprendre ça, ce serait incroyable. Mais je trouve ça très très difficile d'essayer d'expliquer ce que l'on ressent à des gens qui n'ont pas vécu.
Moi je sais que je m'étais déjà renseignée sur ce que c'était la dépression parce que bah voilà, j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionnait, etc., ce genre de maladie. Mais j'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait avant de l'avoir vécu moi-même. Il faut savoir que l'argument de dire non mais il faut que tu relativises, il faut que tu sois objectif, il faut que tu arrives à prendre sur toi, à contrôler tes émotions et tout, je comprends totalement que d'un point de vue extérieur c'est le conseil qu'on a envie de donner, mais encore une fois ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est le principe même de la maladie, c'est qu'on n'arrive plus à être objectif, on n'arrive plus à contrôler ses émotions, on n'arrive plus à prendre sur soi. Donc c'est comme si vous dites à quelqu'un qui est par exemple bipolaire de prends sur toi pour pas faire de crise quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais par contre, on estime que pour la dépression, on peut le dire aux gens, on peut dire relativise, prends sur toi. Quand on est en crise, enfin moi en tout cas quand je suis en crise, j'ai absolument aucune objectivité. Aucune objectivité, je vois tout complètement en noir et j'arrive plus du tout à même des choses qui, une heure avant, étaient considérées comme bon bah ça va, c'est pas un problème dans ma vie, va être considéré comme un problème dans ma vie. Et maintenant que ça fait longtemps que j'ai ça et que je sais comment ça fonctionne, je sais que je suis pas objective dans ces crises, donc je n'y porte pas trop d'attention. Mais il y a une époque où j'y portais beaucoup d'attention et que les gens autour de moi me réagissaient en disant non mais il faut que tu sois plus objectif, il faut que tu prennes sur toi et contrôles tes émotions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, personnellement, j'ai pas réussi réellement à contrôler mes émotions et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo pour vous expliquer sur comment gérer ses émotions et arriver à s'en détacher parce que en faisant un travail de fond, on peut arriver à prévenir des crises, mais quand la crise est là, au moment où elle est là, ben, on peut pas revenir en arrière. Moi, ça m'arrive souvent ce problème-là avec les crises de panique et les crises d'angoisse. Qui arrivent à des moments des fois totalement aléatoires. Et dans ces moments-là, incapacité à prendre sur soi, tout simplement parce que le corps prend le relais, on est en autopilote. Moi, notamment pour les crises de panique, pour ceux qui ne connaissent pas le classique de la crise de panique, c'est la sensation d'être en train de mourir en fait. Parce que le corps a une surréaction et du coup on a plein de symptômes d'anxiété, les palpitations, les tremblements, les bouffées de chaleur, etc. Et souvent la sensation que l'on est en train de mourir, et du coup c'est une panique qui nous prend de on est en train de mourir. Dans ces moments-là, mais impossible d'être objectif, impossible. Moi ça m'est arrivé en pleine nuit de me lever et avoir l'impression que j'étais en train de m'étouffer. Absolument pas, hein, c'était totalement dans ma tête. Et j'appelais des fois des proches, etc. Et ils me disaient mais Margot tu n'as rien. Je dis mais non, je te crois pas quoi. Pourtant une heure après quand ça s'est calmé, j'avais très bien conscience que c'était n'importe quoi. Mais sur le moment, c'est impossible de relativiser. Donc essayez encore une fois d'être à l'écoute de la personne, mais ne lui dites pas relativise. Parce que s'il y a bien un truc qui est très frustrant, enfin en tout cas que moi j'ai trouvé très frustrant, c'est la sensation que aux yeux des autres, j'étais folle et que je perdais complètement pied. Alors qu'en fait, bah non, c'est juste une maladie, quoi. C'est pas de la folie à proprement parler. Il est trop bon. C'est du thé matcha au lait. C'est un truc chinois, j'aime trop. Bon, c'est complètement plein de sucre et c'est très chimique et j'adore. On en vient à la phrase aussi que j'adore. Mais pourtant, ça allait bien la semaine dernière. Pourquoi tu vas plus bien maintenant? Alors, la dépression n'est pas une maladie qui se soigne de façon linéaire. Ce n'est pas une pente descendante ou une pente montante. Il y a des hauts, des bas, des crises, des rechutes, des moments où ça va très bien, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, une personne qui est en dépression, surtout si elle est sous traitement, ne va pas être triste tout le temps. Moi, la plupart du temps, je vais bien. Hein. Il y a eu les moments où j'ai été vraiment très très mal, où là c'était difficile. Il y a eu des semaines où pendant pas tous les jours en fait j'étais mal. Mais là par exemple ça fait des mois et des mois que globalement ça va dans la journée. Après je peux avoir des crises à certains moments, mais je peux très bien passer une soirée avec des amis, rigoler, et ce sera pas forcé, ce sera pas faire semblant en fait. Et ça, il y a des gens qui comprennent pas, ils ont la sensation que les personnes qui sont en dépression et qui passent un bon moment font semblant d'aller bien, etc. Alors que non, c'est pas du tout... Enfin, ça veut pas dire qu'on peut pas passer des bons moments et pas des moments où on va très bien, on est tout à fait normal. Également, ce n'est pas parce que vous nous avez vu bien la semaine d'avant que la semaine suivante ça va aller.
il faut pas partir du principe que oh je l'ai vue il y a 2 semaines, elle allait bien donc du coup ça va, je peux arrêter de prendre des nouvelles ou des choses comme ça. Non, une personne qui est en dépression, elle a besoin de soutien constant et si vous êtes proche de la personne et que vous voulez l'aider, n'arrêtez pas de prendre des nouvelles ou d'essayer de la soutenir à chaque moment où elle a l'air d'aller bien. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas linéaire et que peut-être que le jour où vous l'appelez pas, et c'est le jour où elle aura une crise. Enfin voilà. Il faut savoir aussi du coup que ça dépend des gens, que des fois les crises ont des déclencheurs. Donc quand je dis crise, je parle de période où d'un seul coup on va avoir des tourbillons de pensées noires, où on va se sentir très mal et on va plus arriver à contrôler quoi que ce soit. Il peut y avoir des déclencheurs à ces crises, des événements qui peuvent déclencher, comme il peut ne pas y en avoir du tout. Ça m'arrive parfois, moi je vais très bien la journée, puis d'un seul coup, crise. Bon. C'est, souvent, c'est la conséquence de quelque chose qui s'est passé dans un laps de temps récent, on va dire, mais pas forcément en fait. Ça peut aussi tout simplement tomber dessus comme ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficilement anticipable et que vous pouvez pas assumer que la personne ira bien demain alors qu'en fait peut-être que d'un coup ça va lui tomber dessus une crise en fait. Enfin, je vais vous parler du cliché le plus courant qui est de penser et d'assumer presque tout de suite que dépression est égale suicide. Non. Heureusement d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit, 2,5 millions de Français par an qui ont une dépression. Bon. Mais évidemment, je vous enlèverai pas que dans les cas très graves, ça peut mener à des tentatives de suicide. Mais quand on dit pensée suicidaire, ça ne veut pas dire forcément acte. C'est-à-dire que oui, dans les crises et dans les moments de tourbillon noir, etc., de déprime, il y a souvent des pensées qui peuvent arriver, qui peuvent être suicidaires, mais ce sont des pensées, ce ne sont pas forcément des actes. Il y a une grosse différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer, en fait, quand une personne dans votre entourage va vous parler de dépression. Il n'y a pas besoin de paniquer, il faut être soucieux et il faut être attentif et être là pour la soutenir, etc. Mais il ne faut pas paniquer en assumant directement que la personne ne veut plus vivre. Donc, restez soucieux, renseignez-vous sur la maladie. Il y a plein de choses, il y a des psychiatres qui expliquent même sur YouTube, etc. Il y a des sites, je peux en mettre en barre d'infos si ça vous intéresse aussi. Informez-vous de comment vous pouvez faire pour être le plus utile à la personne si c'est un proche, ou comment vous-même essayez de comprendre cette maladie, etc. Je tiens à dire quand même parce que malheureusement, j'ai l'impression que les gens ne le comprennent pas bien. C'est une maladie, donc il faut aller voir quelqu'un, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un psychiatre, il faut se faire suivre. Et ça vous viendrait pas à l'esprit, si vous avez la grippe et 42 fièvres, de ne pas aller voir un médecin. Bon ben là c'est pareil. C'est pas une question de faiblesse, c'est pas une question de fierté, c'est une question que vous êtes malade, il faut vous soigner tout simplement. Il n'y a aucune honte à aller voir quelqu'un, il n'y a aucune honte à essayer de tout simplement aller mieux. Et il n'y a pas de honte non plus à avoir un traitement, c'est tout simplement normal. Vous prenez bien de Doliprane quand vous avez mal à la tête, alors pourquoi pas prendre un antidépresseur quand vous êtes en dépression. Ce n'est pas ni tabou ni honteux. Ne négligez pas votre santé mentale, je le dis parce que d'autant plus en ce moment, c'est super difficile de garder une santé mentale correcte, quoi qu'on en dise. Je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui ont des troubles d'anxiété et des troubles dépressifs, qui sont peut-être même pas au courant de ce que c'est ou comment ça fonctionne, ou du moins qui n'ont pas la sensation que c'est des vraies maladies et pourtant peut-être ont des symptômes, etc. C'est pour ça que ne négligez pas votre santé mentale. On parle beaucoup de la santé physique en ce moment avec le Covid, etc. Mais c'est tout aussi important que vous soyez en bonne santé psychologiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je referai sûrement une vidéo notamment sur comment j'arrive un petit peu à gérer mon trouble de l'anxiété. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, je vous ferai une vidéo sur les troubles dépressifs si vous avez énormément de questions sur le sujet. En tout cas, j'ai très vraiment de vous en parler parce que ça fait longtemps que je voulais le faire et que je pense que ça peut être utile à un grand nombre d'entre vous, voire tout le monde, parce que comme je vous l'ai dit, ça touche tout le monde de près ou de loin. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos mes sources concernant les chiffres, etc. et aussi certaines vidéos qui pourront peut-être vous intéresser sur la question. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.